Tous les jours à l'école, j'échange avec des créatifs passionnés. Dans cette série, je leur donne la parole pour qu'ils puissent partager leur vision, mais aussi donner des conseils aux étudiants et enfin nous éclairer sur les tendances et l'avenir de leur métier. Bienvenue dans les rencontres de la création. Benjamin, auteur d'une chaîne sur YouTube avec pas mal de tutos, observateur en même temps des besoins, des demandes, des réactions qu'on a avec sa communauté en ligne, utilisateur de Blender et autres. Aujourd'hui, le cinéma d'animation continue à faire rêver. On a beaucoup d'étudiants, de futurs étudiants qui veulent réussir dans ce métier. Tu vas peut-être revenir sur ton propre parcours pour commencer et nous dire comment est-ce que tu es arrivé aujourd'hui à occuper finalement les fonctions qui sont les tiennes. Mhm. Donc en gros, j'ai toujours voulu faire du dessin principalement, et ce qui est passé ensuite vers l'animation au bout d'un moment. Et je me suis dirigé vers une école des beaux-arts, donc j'ai fait les beaux-arts de Metz entre 2014 et 2017. Aussi parce que les écoles d'animation étaient plus loin, plus chères, etc. Donc je suis parti sur quelque chose de plus accessible de mon côté. Donc ça m'a permis de faire plein de choses différentes, donc à la fois du volume, de la peinture, de la sculpture, de faire du documentaire filmé avec de l'animation à l'intérieur. En gros, on était plus auteur à ce niveau-là. Donc on pouvait faire beaucoup de choses différentes, beaucoup de médiums différents. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 2 ans à TV Paint développement, donc qui font le logiciel d'animation TV Paint. Mm-hmm. Donc j'ai travaillé là-bas, ce qui fait que je faisais la communication, donc en gros des interviews, des tutoriels, un petit peu aussi d'aller dans les studios, les écoles, les événements, des choses comme ça, pour présenter le logiciel. Alors, Et ensuite, j'en TV suis Paint, parti. pour ceux qui ne savent pas, on peut peut-être préciser, Ouais. c'est quand même un logiciel qui a été très important en France et un logiciel français d'animation. Au fond, souvent dans les écoles, on avait le choix entre utiliser TV Paint avec des licences qui étaient relativement accessibles aux écoles, ou bien d'autres logiciels professionnels beaucoup plus coûteux, beaucoup plus lourds. Donc, TV Paint, c'était quand même, ça reste un logiciel très connu dans le monde de l'animation 2D. C'est ça, c'est un peu un standard dans tout ce qui est animation traditionnelle en numérique. Mm. Donc, c'est-à-dire vraiment le pose-to-pose, sans faire d'animation de puppet ou de choses comme ça. Et disons que sur le long métrage en 2D, c'est ce qui est le plus présent actuellement en France en tout cas, et dans Mm. d'autres pays. Et donc, j'ai travaillé là-bas, donc ça m'a permis de voir beaucoup de choses, beaucoup de studios, d'écoles, de me perfectionner aussi dans la façon de présenter des outils, des choses comme ça, tout en continuant à côté mes expériences de dessin, d'animation, en apprenant seul sur le côté, en faisant les vidéos aussi. Et ensuite, bah, j'en suis parti et en 2020, on a créé une autre appli, une autre équipe quoi, qui s'appelle donc Calipeg ici, l'application. Et donc pareil, je suis gérant de la communication aussi là-dessus. Donc on est 5 personnes maintenant. Donc il y a 4 co-créateurs, co-créatrices et on a un employé aussi maintenant au développement. Et donc voilà, l'idée c'est de développer un outil qui soit assez simple d'utilisation, qui pour l'instant est sur tablette et téléphone et qui arrivera aussi un jour sur ordinateur dès qu'on a fini de le développer. Donc je suis Alors, vraiment ce truc là quoi. ouais, on voit à l'image la démo de Calipeg. Mm. Ça semble en effet souple, simple, puisque directement sur des plateformes comme des mobiles ou des tablettes. La grosse différence et la grosse plus-value finalement que vous souhaitez apporter par rapport à ce qui existe déjà, comme Toon Boom, le logiciel professionnel très utilisé dans les gros studios, mais très lourd, ou TV Paint, qui avait relativement peu de mise à jour aussi, qui a été un logiciel vieillissant pendant longtemps. C'était quoi l'envie vraiment au service des créatifs? Parce que vous êtes, et c'est ça qui est intéressant, des praticiens qui développaient un logiciel pour les praticiens. C'est ça, oui. Donc ça fait que ça prend une très forte part de ce qu'on fait parce qu'on est 5 personnes à temps plein dessus. Mais c'est vraiment bien aussi de continuer à faire des projets avec, parce qu'on va comprendre ce qui est, par exemple, à ajouter. Et au niveau plus-value, on va dire, c'est bah, le côté très souple de où est-ce qu'on peut animer, parce qu'on essaie de décaler les bureaux vraiment plus conséquents, qui sont toujours très utiles pour beaucoup de parties de l'animation. Mais pour des parties, par exemple, comme faire de l'animation rough ou faire du storyboard, la plupart du temps, les gens sont déjà en mobilité, ou en tout cas pas ancrés sur le bureau. Et donc, c'est un peu ça qu'on essaie d'ajouter. Et en plus de ça, depuis Calipeg, on peut envoyer vers d'autres logiciels. Donc, on peut envoyer son projet vers Blender, vers TV Paint, vers After Effects, vers Toon Boom pour continuer, parce qu'on sait que c'est comme ça aussi qu'on peut aller dans les studios où les logiciels, les workflows sont déjà complètement mis dans la pipeline, donc les différents logiciels utilisés.
Et si on fait pas ça, on peut pas s'incruster dans ce système-là et ce sera difficile d'avoir des utilisateurs et utilisatrices, quoi. Donc concrètement, ce que ça veut dire que si moi je suis relativement novice, débutant ou même lycéen, que je veux découvrir, bon ben, je charge l'application, j'ai ma tablette, je peux mettre mes créations dedans, mes dessins, commencer à les animer. Puis à un moment donné, si je me retrouve dans une école et que je veux intégrer ce que j'ai fait dans un outil dans un outil différent pour travailler en Mhm. équipe projet au sein de n'importe quel organisme de formation qui me dit mais nous on travaille avec ceci, nous on travaille avec cela, je ne perds pas mes créations, je les utilise, je les mets et je travaille avec. Ça c'est vachement intéressant. C'est ça, les plans restent les mêmes et donc c'est un logiciel de dessin à part entière déjà. Et donc on va dessiner directement, animer directement. On a rajouté des gestes aussi qui permettent par exemple de défiler avec 3 doigts comme ça pendant qu'on est en train de dessiner. Donc pour vraiment avoir ce côté un peu presque animation papier avec les avantages du numérique. Et c'est vrai que les écoles parfois peuvent être un peu frileuses sur le côté, bah, si vous êtes sur tablette, derrière on ne peut pas récupérer le type de fichier qu'on veut. Donc c'est assez important justement d'avoir ces ponts entre les différents logiciels et aussi pour que personne soit perdu en cours de route ou on soit obligé de changer complètement tout un système qu'on a déjà en place. Comme ça, quelqu'un qui veut animer, on part sur Calipeg, on peut renvoyer après pour le compositing directement et c'est très souple, quoi. Alors ça me semblait super intéressant qu'on en parle aujourd'hui parce que dans les écoles, on a souvent la question des familles qui nous disent bah, mon enfant, moi j'ai eu parfois des questions de parents dont les enfants ont 10, 12 ans, 13 ans, hein, Mhm. ils veulent faire de l'animation, donc les parents disent bah, qu'est-ce qu'il faut acheter comme matériel, une Cintiq, un iPad, etc. Et moi je leur dis mais surtout qu'est-ce- 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 qu'o- quels sont quels sont les outils qui vont lui permettre d'apprendre et de ne pas perdre de temps par rapport à ce qu'on va faire ensuite dans un studio. Et Mhm. j'ai l'impression que ta solution, elle se trouve précisément là. C'est-à-dire, euh, si je veux apprendre à travailler et à utiliser les bons outils pour me mettre dans une perspective d'apprentissage qui correspond à ce monde professionnel, on va trouver sur Calipeg les manières de travailler, les outils, et je peux le faire presque sur n'importe quel support, peu importe, un ordinateur, puisque vous allez bientôt le déployer sous forme de logiciel, un iPhone, un iPad, une tablette, etc. Et ne pas être dans un mode de production qui n'a rien à voir avec le monde professionnel. Mhm. En fait, c'est un des trucs qui était l'un des défis principaux parce que on avait vu un trou, on va dire. Il y avait déjà des logiciels sur le marché iPad, mais pas aussi complets que ce qu'on souhaitait. Et maintenant, d'autres logiciels aussi se développent plus. Donc, il y a plein d'outils très performants sur iPad. Et donc, en gros, c'était aviser des professionnels. Donc, vraiment pour qu'il y ait tous les outils, donc les différents types de calques, la timeline très souple, le fait de pouvoir gérer son onion skin, donc la transparence des feuilles d'avant, des feuilles d'après et la couleur, etc. Mais tout ça dans quelque chose d'assez simple pour que même des enfants puissent l'utiliser, ou en tout cas aussi des personnes débutantes. Donc c'est pour ça aussi que les présentations que je fais sont très vastes au niveau public, parce que c'est à la fois aller dans un studio qui travaille sur du long métrage, leur montrer pour qu'ils l'utilisent dans des premières étapes d'animation, et à Ouais. la fois aller en médiathèque pour être avec des personnes qui ont voilà, moins de 10 ans et qui veulent commencer, quoi. Donc c'est très large comme spectre de public. C'est un super outil, me semble-t-il. Alors, c'est pas, je précise pour tout le monde, on n'est pas dans une communication commerciale, hein, et il n'y a pas de lien. Il y a Oui, c'est pas, ça, c'est juste que c'est une grosse partie de mon activité. Voilà. Mais on peut parler d'autres choses aussi, il n'y a pas de souci. voilà, mais Benjamin voilà, n'a pas payé Yartube pour qu'on parle de son outil, donc on n'est pas dans une promotion. Cependant, moi j'aimerais bien savoir combien ça coûte si je veux, voilà, si je suis une famille et que je me dis c'est intéressant, je voudrais que mes enfants y testent. C'est payant, c'est gratuit pour commencer. Quel est votre modèle économique? C'est payant en une seule fois à chaque fois. Donc en gros, sur iPad, c'est 18 euros une seule fois sur l'App Store. Et après, on a les mises à jour futures. Et sur D'accord. iPhone, c'est 5 euros. Donc c'est vraiment la version en mini pour vraiment commencer, donc avec juste le doigt et pas de stylet, Hmm. etc. Bon, Et ok. voilà, c'est censé être très accessible Ouais, c'est très pour tout le accessible, monde. surtout vous voyez, moi je vois régulièrement des familles qui me disent c'est pour le cadeau de Noël ou pour l'anniversaire de Mhm. mon enfant, et donc ils se projettent sur des tarifs à 150, 200 euros pour outiller et pour que finalement, oui, permettre à leurs enfants de tester les outils. Mhm. On va rentrer un peu dans le détail aujourd'hui des tendances et de la chaîne YouTube que tu animes, dont tu vas nous parler, parce que c'est aussi une de tes activités aujourd'hui importantes, des tutos, des évolutions et peut-être des outils aujourd'hui qui sont importants sur le marché de la production en animation. En particulier, je pense à Blender. Mhm.
En gros, juste pour détailler vite fait ma chaîne, je fais des vidéos, donc des tutoriels de comment faire certaines choses. Donc, par exemple, comment animer telle chose, comment faire de la 3D sur tel ou tel aspect. En plus, je fais aussi des interviews avec des personnes qui sont pros ou qui sont en études ou même des gens qui ont, par exemple, un parcours autodidacte. Donc, il y a toutes ces différentes choses-là. Et au niveau des outils, c'est vrai que Blender, ça prend de plus en plus de place. Moi, je l'utilise depuis assez longtemps parce que j'ai commencé à utiliser Blender quand j'étais au collège. Disons que j'ai le bon âge pour avoir YouTube et Blender au collège qui m'a permis d'avoir des connaissances assez folles à portée de clic, quoi. Et Blender est de plus en plus utilisé depuis quelques années maintenant. Donc, par exemple, il y a des films comme Flow Hmm. qui sont primés maintenant dans beaucoup de cérémonies, qui sont faits sur Blender avec une équipe, je crois, relativement réduite. Aussi, j'ai pas le détail exactement, mais je sais que le réalisateur a fait un film quasi seul ou voire seul avant celui-là. Donc ça fait qu'avec des outils déjà gratuits, qui sont très légers, qui sont multiplateformes, on peut faire des projets vraiment très très ambitieux. Et au niveau aussi de ce qui est intéressant dans Flow en particulier, c'est que c'est aussi rendu en temps réel avec le moteur qui s'appelle Eevee sur Blender et qui donc a un temps de rendu très très bas quoi, par rapport au logiciel 3D, en tout cas au moteur de rendu 3D Ouais. sur des choses comme du DreamWorks ou autre par exemple, où Parce c'est que des là, choses on le voit, extrêmement hein. lourdes. Ouais, Pardon, je te coupe, mais pas de souci. pour les gens qui connaissent pas parfaitement ce monde de l'animation, c'est pas si compliqué. Il y a des films en 2D, donc c'est les dessins animés de notre enfance, très simple en production. C'est des images qu'on anime, donc on dessine beaucoup. Et parfois, et après, on peut travailler la 3D ou la travailler directement. Là, ce qu'on voit à l'image sont des images en 3D avec une Mhm. profondeur, etc. Ce sont pas les mêmes logiciels, pas les mêmes outils, même si on voit que finalement, les ruptures qu'il pouvait y avoir encore il y a quelques années entre faire des films en 2D et faire des films en 3D se réduisent, notamment avec ces histoires de rendu. Alors, pour expliquer rapidement, quand on faisait des films en 2 dimensions, ce qu'on dessinait, c'est ce qu'on voyait à l'image, on va dire, pour faire simple. Mais quand on faisait des films en 3 dimensions, ce qu'on produisait en 3D, c'est pas ce qu'on voyait à l'image. Il fallait mettre ça dans des ordinateurs, faire tourner des cartes graphiques, ça prenait du temps, ça coûtait de l'argent, et on avait ce qu'on appelait les rendus, c'est-à-dire on voyait après coup ce que ça donnait. Aujourd'hui, ça est en mutation avec, comme tu viens de le dire, des logiciels comme Blender qui réduisent les temps de calcul des rendus 3D, mais aussi des rendus 3D temps réel avec Unreal. Alors, C'est ça. C'est su- du temps réel dans Blender aussi, parce qu'en fait, il y a les deux choses. Le rendu en non temps réel existe toujours, parce que ça permet de faire des images bien plus, on va dire, sophistiquées au niveau des éclairages, des rebonds de lumière, des choses comme ça. Mais c'est vrai que le temps réel, ça rajoute un côté beaucoup plus rapide, parce que, en tout cas, on voit dans le viewport, donc sur notre ordinateur, on voit ce qui va être à l'écran. En tout cas, très proche de ce qui va être à l'écran, ouais. c'est juste un peu plus pixelisé, quoi. Mm. Et donc, dans Unreal, c'est la même chose et c'est vraiment une façon qui est déjà beaucoup utilisée dans le jeu vidéo parce que forcément, en jeu vidéo, quand on joue dans l'espace 3D, on a notre personnage qui se déplace dans un monde qui évolue en temps réel avec nous. Donc, on est Mm. littéralement dans un univers 3D qui est créé devant nos yeux, on va dire. Et pour les films, et les séries aussi, c'est beaucoup utilisé maintenant. Et par exemple, j'avais eu l'exemple de Dada Animation, donc qui est un studio à Paris, qui eux font des projets qui sont aussi qui sont transmédia. Donc ça fait qu'ils ont une série animée avec des personnages qui sont en temps réel au niveau du rendu. Et avec ces mêmes rendus, on peut aussi faire par exemple des expériences en réalité virtuelle ou en réalité avec les mêmes types de rendus. On peut faire aussi des spots, des expériences, par exemple pour des parcs d'attractions, des choses comme ça. Enfin, tout est un peu Ouais. mixé maintenant au niveau de comment on crée les choses. Et ça fait que c'est plus facile de passer d'un format à un autre parce que Mm. c'est la même façon de faire, quoi. Alors, le transmédia, c'est encore un autre sujet, mais c'est bien qu'on s'y arrête un instant. Ça veut dire que on a les mêmes outils de production qui vont servir à la fois à faire du jeu vidéo, du cinéma d'animation, des expériences interactives temps réel, par exemple en réalité augmentée, en réalité virtuelle, mais aussi même de la production de produits dérivés, Mhm. puisqu'ensuite on peut passer en fabrication directement en modélisant des objets dans les outils de production 3D. Par exemple, aujourd'hui, LVMH a formé ses stylistes à Unreal pour fabriquer des sacs ou des objets qui vont partir directement en production et ils sont faits dans un logiciel de jeu vidéo, ce qui était impensable il y a encore 5 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va prendre le logiciel de jeu vidéo, Unreal, on va fabriquer des objets qui sont des objets de couture pour ensuite les envoyer en production, en fabrication et même utiliser ces objets modélisés en 3D
pour les mettre dans ce que vont devenir ces objets dans des campagnes de pub, puisqu'en fait, ils Mhm. sont modélisés en 3D ultra réalistes et on peut les utiliser ailleurs. Alors, ça nous amène à une autre réflexion sur ce que devient le cinéma d'animation. Au fond, est-ce que quand on est en production d'images animées, on devrait être amené à parler de moins en moins dans les années qui viennent de cinéma d'animation, mais de production animée qui peuvent se déployer dans plein de formes d'animation. On en a parlé, le jeu vidéo, la pub, le cinéma, etc. Quel est ton regard là-dessus aujourd'hui? Bah, pour moi, c'est plus vers quoi ça va aller après, finalement. Quand on fait du cinéma, c'est plus dans la façon de raconter l'histoire, dans la façon de faire le montage, de travailler la caméra, des choses comme ça. La pub, ensuite, a ses propres codes qui peuvent aussi être empruntés au cinéma avec des sortes de mini-fictions parfois, etc. Donc, je dirais que bah, les outils évoluent, mais sinon, quand on part vers du cinéma, on a toujours un peu les mêmes façons de faire au niveau de la mise en scène, etc. Même si ça permet plus de flexibilité maintenant, mais depuis longtemps maintenant, avec la 3D qui permet des mises en scène de caméras bien différentes. Mais sinon, je pense que ben, on va pas, je pense pas qu'on va aller vers un mélange complet où tout sera tout, tout mélangé à ce point-là. C'est juste que les façons de les fabriquer sont un peu plus homogènes, on va dire, vraiment dans la modélisation 3D, etc., quoi. Partant de là, j'ai deux questions, et après on ira vers une conclusion. La première, concerne l'apprentissage, la formation. Est-ce qu'on peut considérer, au regard de l'évolution de ces outils, selon toi, parce qu'on a des points de vue très, très différents selon les gens auxquels on s'adresse, qu'au fond, quand on apprend aujourd'hui à faire des images animées avec ces outils dont on vient de parler, on peut, en termes d'évolution professionnelle, se retrouver dans quelques années à passer allègrement des narrations cinématographiques aux narrations vidéoludiques, plutôt jeux vidéo, ou à des narrations communicationnelles, plutôt pub, avec les mêmes outils, et que ça devient de plus en plus évident, ces possibilités de passerelle pour quelqu'un qui est bien formé. Moi, je dirais plus que peu importe, peu importe comment on apprend, sur quel logiciel on apprend, c'est plus les principes eux-mêmes qui vont servir pour l'animation, par exemple. Si on comprend les principes du volume, des timings, des choses comme ça, on peut animer théoriquement en 2D comme en 3D, comme en stop motion. En fait, on connaît les principes de comment faire bouger des choses. Donc ensuite, c'est plus, il faut savoir aussi s'adapter au logiciel. Par exemple, on peut très bien arriver dans une production où ils sont que sur Harmony, par exemple. Donc, soit c'est prérequis à l'avance de travailler dessus, soit il y a une sorte de micro-temps de formation où on peut apprendre ce logiciel-là. Mais sinon, l'animation, c'est plus les principes qui vont être importants pour faire bouger des choses. Donc, je dirais que dans tous les cas, apprendre Blender, c'est un super truc maintenant parce que c'est très accessible, c'est complètement gratuit, libre à utiliser. Donc, pour moi, c'est la meilleure façon de se mettre à apprendre la 3D. Et aussi, la 2D peut se faire à l'intérieur, par exemple. On peut dessiner avec ce qui s'appelle le Grease Pencil et faire de l'animation 2D complètement plate ou de la 2D dans l'espace 3D. Donc pour moi, c'est vraiment le logiciel un peu phare maintenant pour apprendre toutes les techniques avec les outils qu'on a déjà, quoi. Parce qu'on n'a même pas besoin de tablette graphique pour faire de la 3D. Un ordinateur, un clavier, une souris, et puis c'est parti. Donc je dirais de rester à l'affût de ce qui se passe en logiciel, mais Blender est là pour durer. De toute façon, il est là depuis plus de 20 ans maintenant. Et donc, il est de plus en plus complet et de plus en plus accessible parce qu'il y a aussi beaucoup de ressources en ligne là-dessus, puisque c'est très communautaire, la façon de faire. Tout le monde fait des tutoriels dans tous les sens sur comment faire les choses. Donc, c'est un peu l'outil que je conseillerais d'utiliser parce il est de plus en plus utilisé en pro, ce qui était moins le cas avant. Mais ça peut ouvrir des opportunités aussi maintenant. Ouais. Mais dans tous les cas, Alors, si vous devez travailler sur Unreal après, vous saurez vous adapter. Il faut juste apprendre un peu, prendre quelques temps pour apprendre un logiciel, mais c'est pas le principal, quoi, le logiciel. on- on- autre question qui travaille la communauté et aussi qui interroge aujourd'hui le grand public. Elle porte sur le rôle et la place que va occuper l'intelligence artificielle dans ces transformations d'une part, et de fait, je l'étends à la question de la taille des équipes et des durées de production. On sait qu'aujourd'hui, il y avait tendance à avoir, pour le cinéma d'animation, des équipes assez grosses, avec des temps de production assez longs. On voit aujourd'hui avec ces outils que ces temps de production peuvent se réduire et les équipes se réduire. Il y a la crainte d'agents intelligents, il y a agentique qui se mettrait à faire de manière automatisée des productions. Voilà, alors, sans qu'on ait, évidemment, tout le monde n'a pas toutes les réponses, mais qu'est-ce que tu observes, toi, ces derniers temps, autour de ces sujets-là, si tu as observé des choses d'ailleurs?
Alors, bah, de mon côté, j'ai jamais utilisé d'intelligence artificielle niveau image ou quoi. Enfin, j'ai pas de connaissances là-dessus. De ce que j'en pense, déjà, il y a tout le problème juridique de vol de données d'artistes, etc., Ouais. qui est un énorme problème, qui fait que déjà, rien que par ça, ça en devient quelque chose de éthiquement très, très néfaste, quoi. On peut le Et dire, hein, aujourd'hui, et on a encore des exemples tout récents, sur toutes les productions internationales, notamment chapeautées par les Américains, il est absolument interdit d'utiliser les IA. C'est marqué noir sur blanc dans les contrats et il est même souvent spécifié que si jamais on est surpris en tant que créa à utiliser l'IA, on est lourdé illico presto. Hein. C'est à cause justement de ces questions de droit. C'est-à-dire oui, qu'on là, ne sait pas générer d'où ça vient, qui l'a fait et à qui ça appartient. bah, en fait, on sait que c'est tout le monde, quoi. Sûrement que mes images ont été prises aussi dans le tas parce que ça a juste scalpé Internet totalement, quoi. Donc il y a déjà cette question-là. Après, plus aux questions d'utilisation, bah, moi, c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse parce que ce qui m'intéresse, c'est de créer l'image. Et si j'ai le côté écrire un texte pour générer une image, à Hmm. ce moment-là, ça fait que je m'y perds juste créativement, quoi. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est construire la chose, justement. Et donc, il y a cet aspect-là des retours que j'en ai, en tout cas de quelques personnes qui connaissent des gens qui travaillent avec ces outils, que le plaisir s'en va aussi, en fait, avec ça. Parce qu'on n'a plus ce côté fait main. Parce que même avec les outils numériques qui permettent d'aller plus vite, de faire des choses plus rapidement, le fait main, c'est ça qui nous intéresse aussi, quoi, quand on est artiste. D'où le fait que, bah, pour moi, ça va juste être utilisé par l'industrie pour justement couper les coûts, couper le nombre d'employés. Et pour moi, c'est pas le bon sens, clairement, parce que déjà, ça peut uniformiser aussi l'ensemble, parce que ça fait des rendus qui, même s'ils peuvent changer de style et tout, ont un côté étrange, quoi. Et en plus de ça, c'est juste pour enlever des coûts de production. Donc à ce moment-là, ça enlève pas une pénibilité, ça coupe juste des coûts de production. Et c'est pas comme la mécanisation qui aide, par exemple, dans d'autres secteurs, à ce que l'humain ne se casse pas. Et là, l'humain Hmm. ne se casse pas en étant créatif, quoi. Donc c'est vraiment juste pour faire plus, plus vite, moins cher. Et voilà, quoi. C'est un peu terrible là-dessus. Je crois qu'en conclusion, on peut poser la question du scénario aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, le sel et le cœur de la production créative d'images et du cinéma d'animation, c'est d'abord un scénario ou c'est d'abord une entité visuelle, un type de graphisme, un type de direction artistique qui va générer son scénario. Vous voyez ce que je veux dire? Si on part de l'acte créatif, on va dire bah, j'ai un personnage attachant, il est doux, j'en ai un autre plus agressif, etc. Et des personnalités presque qui se, qui se déploient à travers les éléments visuels. On va créer une histoire plutôt que de se dire je crée une histoire et bien après les créas vont faire le visuel. Bah, là-dessus, il y a un peu les deux façons de travailler. Donc, bon, là, ça fait on parle de production normale, on va dire. Là, il n'y a plus d'IA dans l'histoire, etc. Mais en gros, par exemple, pour mes courts-métrages, soit je pars d'un personnage ou d'une scène que j'ai en tête, ensuite je vais décliner, soit je pars de quelque chose que j'ai écrit et qu'ensuite je vais mettre en image. Donc, c'est très souple, en fait. Il n'y a pas forcément quelque chose de très, très segmenté. Je sais qu'il y a des personnes qui réalisent des films. Je pense à Benoît Chieux, par exemple, qui a réalisé Sirocco, qui a vraiment ce côté de dessiner et d'aller en dessinant, quoi. Et ensuite d'écrire et de dessiner, d'écrire. Donc ça peut être très fluctuant. Et d'autres personnes, bah, comme justement le réalisateur de Flow, qui lui avait, je crois, une trame de son film, a modélisé beaucoup de choses en version basique pour un animatique, donc une version simple de l'animation 3D. Et ensuite a aussi mis en scène en allant, donc sans forcément écrire sa mise en scène à l'avance. Donc les outils permettent aussi ça, parce que si on a des outils plus souples et rapides, on peut aller justement dans plus de créativité et moins de barrières techniques. Mais le côté écrire avant, dessiner après, c'est un peu selon. Ça dépend des productions. Et souvent, écrire, c'est réécrire encore ensuite. Même si on a Hmm. déjà un board, on va réécrire pour peaufiner. Donc il y a vraiment beaucoup d'aller-retour en fait dans ces étapes de création-là. Et c'est aussi ce qui est intéressant finalement, de se demander comment on peut ciseler la pièce qu'on a pour en faire quelque chose du mieux possible, quoi. Merci Benjamin, tout ça a été Avec plaisir. riche. Peut-être qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau sur un des sujets qu'on a abordé, parce qu'on en a abordé au moins 6 ou 7 Ouais. différents, qu'ils soient approfondis. Petit rappel donc de ta chaîne YouTube où on peut retrouver des éléments et des tutos et de la manière dont on peut charger Kellypeg pour conclure.
Oui, donc ma chaîne YouTube, c'est donc Benjamin Serbet, mon nom partout de toute façon. Je fais aussi des lives sur Twitch pour justement animer en direct, en tout cas créer des courts-métrages en direct avec le public, d'avoir aussi des conseils de leur part, parce qu'ils sont parfois et souvent plus expérimentés que moi sur plein de choses. Et après, pour Calipec, ben, c'est disponible sur l'App Store, sur iPad, sur iPhone et très bientôt sur tablette Android aussi. Et pour l'ordinateur, ce sera un peu plus tard, mais voilà, vous serez tenu au courant si vous nous suivez sur les réseaux. Merci. Et la masterclass, c'était ce matin ou c'est cet après-midi avec les étudiants de Nantes? C'était hier, ça s'est très bien passé. Il y avait 80 étudiants, étudiantes, beaucoup de questions, plein d'enthousiasme et tout, donc c'était très chouette. Merci beaucoup d'avoir libéré du temps pour cet échange Merci, et à bientôt pour de nouvelles rencontres de la création. Bye à bye. bientôt. Salut.